que j'anime tous les mois, c'est mensuel, euh, sur des sujets et des thèmes que je choisis et qui me paraissent pertinents pour vous, en fonction de l'actualité, et surtout des thèmes que je maîtrise, que je connais bien, et qui font partie de mon métier de consultant. Donc, on attend encore quelques minutes que les personnes qui se connectent à la dernière minute nous rejoignent. Et puis, on va commencer cette présentation. Donc, en attendant, je vais vous faire part d'un peu de logistique d'information pratique. Vous avez en haut de l'écran un bouton rouge qui vous permet de prendre un rendez-vous directement dans mon agenda. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez aussi le lien dans le chat. Cette présentation est une présentation, voilà, il n'y a qu'un seul intervenant, ça va être moi-même. Ça va durer à peu près 45 minutes. On laisse un peu de temps, je laisse un peu de temps à la fin pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat, que vous avez, la petite fenêtre que vous avez à droite de votre écran, et qui me permettra de répondre pendant la session si je le peux, si la question n'est pas trop complexe et si elle intéresse tout le monde. Et dans le cas contraire, eh bien, prenez rendez-vous avec moi, cliquez sur le bouton rouge en haut de l'écran ou bien sur le lien dans le chat et vous pourrez me contacter. Vous avez aussi toutes mes coordonnées et à nouveau le lien vers mon agenda sur cette page d'accueil. Donc, ça y est, on a pas mal de gens qui nous rejoignent. C'est parfait, très bien, et on va pouvoir démarrer sans plus attendre. J'attends encore une petite minute. Avant de démarrer ce thème qui me tient à cœur et qui, j'espère, vous paraîtra intéressant, ainsi que le contenu que je vais vous délivrer. Bon, sans plus attendre, on démarre et les retardataires prendront le train en route. Donc, Laurent Berned, moi je suis consultant, président de Azuli, un cabinet de conseil spécialisé dans la mise en place de solutions innovantes liées au financement et au paiement, donc des solutions de financement et de paiement innovantes avec des technologies embarquées. Je conseille dans leur transformation digitale afin de sécuriser les projets et d'accélérer la transformation des banques, des assurances, des entreprises, des corporates, des startups aussi, plus l'année dernière, en 2021-2022, enfin les années précédentes que l'année dernière, puisque l'argent s'est un petit peu tari pour les fintechs et les startups en général, mais ça va revenir parce que le besoin est là et l'innovation pousse toujours en avant. Je travaille aussi avec des plateformes SaaS et des éditeurs de logiciels qui ont besoin d'embarquer des services de paiement ou des solutions de financement ou des technologies liées à leur parcours client et leur offre, leur proposition de valeur. Donc, tout type de projet, des projets pour lesquels je fais le cadrage, donc un cadrage stratégique et puis un cadrage plus opérationnel qui consiste à bien définir les besoins, cadrer les objectifs, les KPI, essayer de mesurer l'impact sur les processus et les métiers internes. Et puis, après ça, une sélection des partenaires et des fournisseurs potentiels pour construire la solution. Et puis, la construction elle-même, la mise en place de la solution avec une équipe de consultants métiers, consultants paiement, consultants financement, fraude, ce que vous voulez, des experts qui connaissent votre métier et qui vont venir renforcer vos équipes. Et si nécessaire, des développeurs aussi qui vont pouvoir intégrer la solution pour enrichir votre offre. Donc voilà, voilà mon métier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un enjeu très très important pour toutes les entreprises dans le monde entier, qui est la fraude, et notamment la fraude qui induit un impact financier direct sur le résultat des entreprises, sur leur image et sur leur métier, leur processus interne aussi, leurs salariés. On va regarder aujourd'hui comment, pour un petit peu le panorama de la fraude, comprendre le paysage de la fraude avec des informations de contexte, un peu de chiffrage, et puis surtout quelques tendances qui, j'espère, vous feront comprendre pourquoi il faut mettre en place les stratégies et les outils
pour détecter et prévenir la fraude que je vais vous présenter. Pourquoi il faut investir dans cette lutte contre la fraude, investir financièrement, puisqu'il y a des enjeux importants. On verra aussi quelques cas d'usage précis qui illustreront un petit peu l'implémentation, la mise en œuvre de ces solutions. Et puis après ça, je prendrai vos questions. Donc voilà, on est parti pour à peu près 45 minutes et je vais dérouler mes sujets. En premier lieu, comprendre le paysage de la fraude. Donc, voilà, quel contexte favorise la fraude? Il y a pas mal de contextes, mais avant ça, quelques chiffres qui me proviennent d'un panorama de la fraude édité par LCBFT, un site, c'est un petit panorama mais qui est bien documenté. Et puis aussi le baromètre 2021 de Euler Hermès et de la DFCG. Donc, juste quelques chiffres. La CPR, entre 2020 et 2021, a noté une augmentation de 300% des entités frauduleuses impliquées dans de l'escroquerie financière. Donc ça, c'est très important. Donc, heureusement qu'on a ce gendarme qui fait la police et qui alerte les particuliers et les entreprises sur ces cas-là. On a aussi, enfin, ça illustre bien, ce 300% est important, ça illustre bien la croissance de la fraude dans le monde en permanence. Alors, elle est plus ou moins importante selon les cas, mais elle est supérieure à 100% dans tous les cas, d'année en année. Donc, c'est très important. Il y a des cas de fraude et puis il y a aussi la cybercriminalité et les deux sont bien évidemment étroitement liés puisqu'à partir de la cybercriminalité, on vole des données personnelles et à partir des données personnelles, on met en place des stratagèmes de fraude. Donc, ça, voilà, c'est un fait et c'est lié à des facteurs conjoncturels et des facteurs structurels dont je vais vous parler dans une minute. Donc, je voulais juste citer le petit chiffre de 25% des entreprises françaises ont été victimes d'un préjudice. Ça, ce sont des chiffres de 2021 et 2022, je crois. Et donc, c'est important. Toutes ne l'avouent pas, donc il y en a probablement plus. Et puis, il y a aussi un autre pourcentage important, c'est que 14% des cas avérés, les préjudices étaient supérieurs à 100 000 euros. Donc, 100 000 euros de marge qui part pour arriver à refaire ça, ça prend du temps, c'est un effort colossal, c'est une perte très très importante pour ces entreprises qui peut d'ailleurs, pour les plus petites, les mettre par terre. Donc, à ne pas négliger et à prendre au sérieux. Toutes les études de la CPR et les panoramas Euler Hermès, DFCG indiquent que aujourd'hui, on vient de passer la barre des 50% des entreprises qui disent investir dans la lutte contre la fraude et la cybercriminalité. Et c'est très récent. Avant, c'était en dessous de 50%. Là, on est plutôt à 55% qui investissent. Mais c'est très faible compte tenu des enjeux et de l'impact financier. C'est trop faible. Donc, voilà, je tiens à vous sensibiliser là-dessus. Il faut investir dans ces systèmes, dans ces processus, dans ces ressources humaines et dans sa technologie. La fraude, qu'est-ce qui favorise l'augmentation de la fraude dans le monde? Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord les avancées technologiques, parce que l'innovation, c'est à la fois l'épée et le bouclier sur le sujet de la fraude. Les avancées technologiques, on va avoir plus de fraude grâce à l'IA, grâce au deepfake, qui vont arriver à déjouer les parcours d'onboarding, d'enrôlement des clients, qui vont arriver à déjouer donc pour ouvrir des comptes bancaires ou pour ouvrir des comptes pour obtenir des services, quels qu'ils soient. On a aujourd'hui une connaissance du client qui fait partie de ces parcours. L'IA et les deepfakes arrivent à déjouer certaines de ces technologies, pas toutes, heureusement, puisque les fournisseurs de ces technologies, donc là c'est le bouclier, utilisent aussi les mêmes technos pour combattre et pour détecter les fraudes. Donc l'épée et le bouclier, mais en tout cas les avancées technologiques, la digitalisation de notre monde dans son ensemble et de la plupart des services publics ou privés
favorise aussi l'augmentation de la fraude puisque quand on digitalise, eh bien, on crée des services qui sont accessibles à distance. On ne sait pas forcément à qui on a affaire. Ces services sont en général nouveaux, assez neufs, pas encore assez éprouvés, rodés et il y a des failles. Donc ça laisse rentrer des fraudeurs et une fois qu'ils sont rentrés, c'est la catastrophe pour les en sortir et pour traiter le problème, et subir un préjudice certain. Bon, on a parlé des cyberattaques aussi qui font partie de ces avancées technologiques, qui sont de plus en plus, violentes, virulentes et puissantes, et qui très souvent, parfois, viennent même d'organisations d'États, d'organisations très puissantes qui peuvent investir des montants colossaux, plus importants que ceux qui sont alloués à la lutte contre la fraude, malheureusement. Hem Mais on a aussi moins de fraude grâce à la technologie. La technologie, elle permet aujourd'hui d'effectuer de l'authentification forte des transactions, des opérations sensibles et ça, vous le vivez quand vous utilisez votre application bancaire ou que vous devez vous authentifier avec 2 facteurs d'authentification pour accéder à certains services. Donc ça marche bien, ça a éliminé beaucoup, beaucoup de cas de fraude, et ça, c'est très efficace. L'IA, bien entendu, ça peut permettre aussi de lutter contre la fraude. Tout ce qui est machine learning, qui permet de l'apprentissage à partir de cas avérés et à partir d'une certaine profondeur de données, on va pouvoir anticiper les attaques et la fraude et détecter des profils suspects avant même qu'ils soient entrés en relation avec vous. Euh, voilà, on a aussi d'autres avancées technologiques qui touchent aussi au réglementaire. On a par exemple l'identité numérique, on a l'utilisation de codes, de QR codes sur les documents, ce qu'on appelle euh, le, euh, le 2D code, et qui est un protocole proposé par l'État euh, pour sécuriser des documents à partir d'un QR code qui embarque les données même du document et une signature électronique. Donc voilà, la technologie, c'est aussi un moyen de lutter contre la fraude. Les évolutions réglementaires, elles sont importantes en général. Enfin, la plupart du temps, et tout le temps d'ailleurs, elles visent à protéger le consommateur et protéger l'entreprise contre les abus, la fraude en général. Et c'est bien, mais elle vise aussi de plus en plus à favoriser l'innovation sur les marchés dans tous les secteurs qui sont impactés. Donc, il y a toutes sortes de réglementations, mais elle vise d'une part à protéger, mais aussi à créer un contexte favorable à l'innovation. Ce contexte favorable à l'innovation, il va générer de l'innovation, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ouvre des portes à des cas de fraude, parce que les fraudeurs passent leur temps à essayer de trouver des petites portes, des trous de souris et des failles dans les nouveautés et dans l'innovation. Donc voilà, le réglementaire évolue en permanence. Heureusement, on a des régulateurs en France qui sont très ouverts, donc déjà qui sont très favorables à l'innovation et qui sont aussi ouverts au dialogue et à l'écoute des entreprises à travers les associations professionnelles ou même directement. Ça, c'est bien. Et puis, il y a une corrélation directe avec l'économie. On a une économie, donc malheureusement, c'est un petit peu comme tout à l'heure, l'épée et le bouclier. Quand l'économie va bien, il y a de la croissance. Plus il y a de la croissance, plus il y a de transactions, plus il y a d'opérations, et donc plus parmi ces opérations, il y a de la fraude. Donc le volume augmente, le volume de fraude avec l'économie. Donc ça, c'est tout à fait corrélé. Et malheureusement, quand l'économie se contracte, on a aussi un effet qui n'est pas inversement proportionnel, qui va au contraire pouvoir, dans certains cas, favoriser aussi l'augmentation de la fraude. Donc, on a des situations d'inflation, de baisse de pouvoir d'achat qui vont pousser des consommateurs à devenir fraudeurs alors qu'ils ne l'étaient pas avant pour maintenir leur niveau de vie malgré une inflation et malgré des revenus qui baissent. Donc tous ces contextes vont favoriser, vont créer des nouveaux fraudeurs et des nouveaux cas de fraude. Et donc ça, c'est important aussi. De la même manière, l'augmentation des taux
va réduire la capacité d'emprunt et donc la capacité d'investissement des entreprises et surtout des consommateurs. Et certains de ces consommateurs vont trouver d'autres moyens d'accéder à ce qu'ils souhaitent avoir ou faire euh, que par l'emprunt. Et du coup, ils vont se tourner potentiellement vers le vol ou la fraude. Donc voilà, c'est tout à fait corrélé et ça augmente tous les ans. Les tendances, bien, on a vu, les tendances, c'est l'augmentation d'année en année des pertes financières, des pertes d'image pour les entreprises, avec quelques chiffres. 5,8 milliards de fraudes à l'assurance en France. Ce sont des chiffres qui viennent d'un de mes partenaires, Finovox. Donc ça, c'est énorme. Les assureurs subissent ça. Bien entendu, ça rentre sur leur bilan. Bien entendu, c'est répercuté sur toutes vos primes d'assurance. Et tout le monde en souffre, en fait, de cette fraude massive. Les assureurs, comme ils ont beaucoup de clients, ils ont beaucoup de cas à traiter, de sinistres, ils sont confrontés à ça en permanence et avec des gros volumes. Finovox estime qu'en France, on n'est que 3 à 7%. La fraude induit 3 à 7% de perte de chiffre d'affaires, puisque c'est du chiffre d'affaires perdu, c'est souvent du vol de services ou de produits euh, pour les entreprises. C'est énorme. En fait, arriver à faire 3 à 7% de croissance en plus, c'est un effort colossal pour l'entreprise. Par contre, arriver à réduire ce taux de 3 à 7%, arriver à le réduire de moitié, eh ben, c'est peut-être un effort un peu moins important que d'aller chercher de la croissance, et c'est pour arriver au même résultat. Donc, ne perdez pas ça de vue, chef d'entreprise. 40 milliards de préjudice global annuel dû à la fraude documentaire en France. Ça, c'est la fraude documentaire. Donc, on a plusieurs types de fraude. Hein. Il y a la fraude, l'abus des personnes. Très souvent, dans 90% des cas, la fraude, elle est liée à une erreur humaine, mais c'est une erreur d'interprétation. Ça peut être une erreur d'interprétation d'un document, d'une donnée, et, ou d'un ou d'une information, mais en tous les cas, la perte est colossale. Et donc, elle peut être réduite, il faut traiter le problème de la fraude documentaire. Et puis, on a aussi la fraude sociale. Notre État est victime de fraude en permanence. Des fraudes et très souvent dues à des faux documents. Donc là, on parle bien d'allocations, d'aide de l'État, qui sont détournées par des personnes à qui ces aides ne sont pas destinées. On a une autre tendance très importante qui est l'augmentation des fraudeurs parmi les jeunes. Des sondages montrent que dans la fraude à l'assurance, 36% des 18-34 ans l'ont pratiqué. Donc ça, c'est un chiffre énorme. Ils l'avouent. C'est donc maintenant sans tabou. C'est rentré dans leur façon de vivre et c'est assez dramatique. Ça, c'est à comparer avec 15% des plus de 55 ans qui avouent avoir fraudé de l'assurance. Donc, on a un énorme écart et ce chiffre de 36% a tendance à augmenter. Et puis, on a aussi des cas de récidive importants chez les jeunes, où 33% des moins de 35 ans le feraient à nouveau. Ils l'ont fait peut-être parce que c'était un cas particulier, une situation particulière, déclarer un sinistre qui n'a pas eu lieu ou augmenter les factures de réparation de ce sinistre de façon indue pour obtenir de l'argent indu. Et ça augmente. C'est une vraie tendance de fond. Je ne sais pas l'expliquer, malheureusement. Je creuserai le sujet, mais je ne sais pas vous répondre à cette question sur pourquoi. Mais en tout cas, c'est le cas. C'est peut-être une question d'attitude générationnelle. Et puis, on a une autre tendance, ben, c'est de plus en plus l'utilisation des technologies de pointe par les fraudeurs qui sont très, très bien organisés, qui sont organisés en réseau, avec des complices, avec de l'expertise technologique et qui savent très, très bien, qui adoptent tout de suite, ils font de la veille en permanence et ils adoptent tout de suite les nouvelles technologies pour essayer de passer à travers les barrières qui sont mises en place par les entreprises. Donc la fraude à l'onboarding, on en a parlé avec les KYC et les deepfakes. Un fraudeur sur deux, une fraude sur deux est basée sur des faux documents. Donc ça, c'est très important. Et
malheureusement, 90 des faux documents ne sont jamais détectés. Alors soit parce qu'il y a trop de volume, soit parce qu'il il y a pas de c'est pas automatisé, c'est pas il y a pas d'intelligence derrière cette, d'intelligence automatique derrière cette, détection des faux documents. Mais en tout cas, il faut traiter, il faut commencer par là. Donc, on va voir, un petit peu plus tard dans la présentation comment ça peut être fait, comment ça peut être mis en place. Les exemples courants, ça je ne vais pas revenir dessus, je suis toujours dans le contexte, les exemples courants de fraude, bien c'est la fraude au président, le rodage. Le rodage, c'est le Ponzi, en fait, c'est prendre l'argent de l'un pour payer l'autre. L'arnaque sentimentale qui est malheureusement très, très, qui est un fléau, notamment pour les personnes âgées qui se digitalisent, qui passent outre les barrières digitales et qui font l'effort d'ouvrir un compte et d'utiliser une appli mobile pour traiter leurs opérations bancaires et qui se font arnaquer très facilement par les sentiments. Et ça, c'est bien, elles se font rentrer en relation suite à du phishing en général ou suite à de la cyberattaque et du vol de données personnelles qui permet d'entrer en contact avec le grand public. L'usurpation d'identité, bon, ben ça c'est classique, hein, cyberattaque, données personnelles usurpées, et après ça, utilisation de ces données pour faire ouvrir des comptes ou faire des transactions frauduleuses ou des achats frauduleux. On a parlé du phishing et la fraude au président qui est très importante pour les entreprises aussi, qui est de plus en plus, donc là c'est la sensibilisation qu'il faut faire et puis mettre en place des outils avec des doubles authentifications et des signatures pour ne pas se faire frauder. La fraude documentaire, eh bien ça, c'est la catastrophe, c'est un peu le fléau. Les faux dossiers d'emprunt pour les emprunts, pour le prêt bancaire ou d'autres formes de prêts, les fausses déclarations de sinistre à l'assurance, les faux dossiers de locataires, il y en a de plus en plus parce que notre marché locatif est un peu en retard par rapport à l'évolution du marché du travail où il y a de plus en plus de gens qui sont indépendants, qui sont freelance, qui ont des bons revenus, mais dont les dossiers sont refusés simplement par habitude, parce que les bailleurs veulent des CDI. Alors ça, c'est un peu en train d'évoluer, mais ça existe toujours. Donc, c'est une explosion de la fraude documentaire sur les dossiers de locataires. Donc, on voit apparaître maintenant des solutions grand public et des solutions d'entreprise pour les agents immobiliers qui permettent de détecter ça, avec notamment les technologies dont je vais vous parler dans quelques instants. Faux dossier de candidature, il y a une catastrophe quand on embauche quelqu'un qui n'est pas méritant et qui a fraudé sur ses dossiers, enfin sur ses références et ses diplômes. Et puis les faux KYC à l'onboarding, c'est pareil, on fournit des faux documents, on rentre, on obtient un service, la plupart du temps un service bancaire, et ça permet soit de blanchir de l'argent, soit de voler de l'argent. Donc ça, voilà, c'est très important et ça augmente d'année en année. Maintenant, comment on peut faire pour se battre contre ça? On a vu que la fraude, c'était une lutte armée. On vient d'en parler. Les, les fraudeurs sont armés et technologiquement avancés. Armés, je parle d'armes technologiques, hein, bien entendu. Mais ils ont aussi des stratagèmes, des complices. Voilà, c'est vraiment très, très organisé. Et face à ça, il faut s'organiser et il faut aussi s'armer avec des technos et des solutions. C'est vraiment ma recommandation, c'est d'abord en prendre conscience et ensuite investir pour réduire la fraude, et le retour sur investissement est en général instantané. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors ça, c'est un petit peu bateau, mais en fait, oui, il vaut mieux essayer de ne pas faire entrer des fraudeurs dans votre entreprise ou d'avoir accès à vos services, plutôt que de devoir les combattre, les détecter, les combattre et les sortir, ce qui coûte très cher et ce qui en général induit une perte d'image importante, puisque les fraudeurs n'hésitent pas à massacrer votre réputation sur les réseaux sociaux, et ça, vous pouvez très difficilement le combattre. C'est un fléau et ça peut vraiment faire du mal à votre image aussi. Donc, comment faire pour empêcher les fraudeurs de rentrer? Très souvent, c'est une erreur humaine. Il y a parfois de la complicité interne et en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est sensibiliser, former,
vérifier, faire des audits. Donc il faut former vos équipes, les sensibiliser vos clients et vos fournisseurs. Et puis après ça, il faut faire des checks, faire des vérifications pour maintenir une pression sur d'éventuels fraudeurs qui auraient pu pénétrer soit votre entreprise, soit vos services. Et donc ça, il faut des outils de vérification, de détection. Puis une fois, donc comment on détecte, hein, il y a la détection ex ante, c'est avant le crime, avant le préjudice. Et puis après, il faut, une fois que ça a été, que le préjudice est avéré, que le fraudeur a été attrapé, il faut pouvoir prouver l'acte malveillant, la fraude. Et donc là, il faut des preuves. Donc, pour détecter à l'avance, il faut des sources de données fiables qui vous permettent d'entrer en relation avec la personne. Il faut enrichir ces données avec des données contextuelles que vous allez aller chercher par ailleurs, des données open source ou des données que vous pouvez collecter pendant cette entrée en relation sur votre interlocuteur. Il faut pouvoir aussi faire des contrôles de cohérence et des contrôles sur ces données pour pouvoir détecter des anomalies, donc si possible avant l'entrée en relation, mais aussi après. Il faut aussi, bien entendu, vérifier tous les justificatifs papier et numériques qu'on vous fournit. De plus en plus sont numériques maintenant. Et donc là, on peut traiter automatiquement tous ces justificatifs avec beaucoup plus d'efficacité qu'un humain. Donc c'est plus rapide et plus efficace et il ne faut pas se priver d'investir dans des solutions qui font ça très bien. Et puis une fois qu'on a détecté la fraude, bien, il faut pouvoir prouver devant un tribunal qu'elle est avérée et récupérer, si possible, son argent, un dédommagement ou au moins punir le criminel. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, pendant que je parle. Je prendrai vos questions à la fin, sauf si je peux le faire là. Mais sinon, je déroule ma présentation. Mais n'hésitez pas à me contacter dans le chat. Donc, il y a plusieurs façons de lutter contre la fraude. La première manière, c'est d'aller chercher des données fiables, ne pas faire nécessairement confiance à la personne qui entre en relation avec vous. Aller chercher des données fiables, ça veut dire, plutôt que de lui demander de vous les donner de façon déclarative, vous allez lui demander d'aller se connecter à un site qui les a déjà et qui va vous les fournir. Et ces données-là, normalement, elles ont déjà été vérifiées. Vous allez aller les chercher chez un prestataire, une entité qui est réglementée, donc il y a l'obligation de sécuriser les données de ses clients, de les vérifier, et qui va vous les fournir, bien entendu, vous les fournir à la demande de l'intéressé. Donc, au lieu de dire à un de vos clients potentiels qui veut entrer en relation avec vous pour ouvrir un compte ou commander quelque chose chez vous, vous allez lui dire, écoute, connecte-toi à ton site d'un prestataire, EDF, les impôts, prestations sociales, télécom, et on va leur demander de nous fournir les informations dont on a besoin, qui peuvent être un justificatif de domicile, qui peuvent être un niveau de revenu, qui peuvent être toutes sortes d'informations personnelles. Ça a deux avantages. Donc, un, vous vous adressez à une source fiable, et deux, du point de vue du client, de l'utilisateur, ça lui évite aussi de redonner ses infos personnelles à un nouveau site, de disséminer ces infos perso sur plein de sites et de bases de données, parce qu'on sait que la cyberattaque existe, qu'elle est très courante et que plus ces données sont disséminées, plus elles sont potentiellement, elles peuvent être volées facilement. Donc là, c'est beaucoup plus sain finalement d'avoir une utilisation, on va dire, avec parcimonie, une dissémination de ces données avec parcimonie. Donc comment ça se passe? Depuis votre site, vous faites appel à un service fourni par un prestataire réglementé qui va proposer différents fournisseurs de données, EDF, Télécom, Impôts, ce que vous voulez, avec qui il est déjà connecté informatiquement. Il va ensuite proposer à l'utilisateur de choisir le fournisseur qui détient ces données.
La connexion va être établie avec le fournisseur à travers le mot de passe en question, un mot de passe EDF ou impôt. Et puis, ensuite, le prestataire en question va filtrer les données, éventuellement faire des calculs dessus, les retravailler et les restituer en disant: «Oui, ce monsieur habite bien là» ou «Non, il n'habite pas là» ou «Oui, telle personne gagne plus de temps» ou «gagne moins de temps» et cetera. Donc tout ça, ça permet de donner des réponses oui/non ou de donner restituer la donnée elle-même si nécessaire et en tout cas, ce prestataire est réglementé et il parle à CPR et il ne stocke pas vos les données. Donc du point de vue du client, c'est important. Il y a aussi une réponse instantanée. Donc plutôt que d'avoir à vérifier des documents, ce qui prend, 5-10 minutes, une journée, ou vérifier des données et bien là, ça va être instantané, ça va être fait automatiquement et cette instantanéité apporte une énorme valeur ajoutée au-delà de la lutte contre la fraude, aussi dans vos parcours clients et dans votre proposition de valeur. Donc ça, c'est bien. Ce sont des services aujourd'hui qui sont fournis par des partenaires. Un de mes clients partenaires, c'est MyTrust, une société qui fait ça très bien et dont le métier, c'est le partage des données personnelles. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous avez besoin du nom, de l'adresse et du revenu fiscal de l'intéressé qui entre en relation avec vous. Vous n'avez pas besoin nécessairement de son âge ni de son IBAN. Eh bien, vous allez aller chercher uniquement ces données chez un des fournisseurs. Donc, il va choisir lequel, il va cliquer dessus et ce fournisseur va vous restituer la donnée dont vous avez besoin et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante de l'entrée en relation. Donc j'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, posez-moi vos questions. Donc c'est instantané, il n'y a pas de stockage de données et c'est une réponse fiable et des données fiables qu'après vous pouvez traiter et utiliser. Donc ça, ce sont des données déclaratives que vous allez chercher, qu'on va vous donner, l'utilisateur en question. Et puis après, vous pouvez enrichir votre connaissance de cette personne, de cet intéressé, en allant chercher d'autres données. Et donc là, vous pouvez soit monter des systèmes vous-même pour aller chercher de l'open data, si vous avez des équipes d'IA, des équipes data, ils vont pouvoir faire ça très bien, pour exploiter des signaux faibles qui vont vous permettre d'améliorer votre détection de la fraude. Euh, il y a de l'open data, mais il y a aussi de la donnée qui peut venir de l'utilisateur lui-même, de son téléphone, de son adresse IP, de toutes sortes des informations contextuelles mais ça peut être aussi dans le temps. Ça peut être, il est venu comment, par où, à quelle heure, combien de fois. Et toutes ces données sont des signaux faibles qui vont vous permettre de créer un faisceau d'indices et qui vont vous permettre de détecter ou pas des fraudeurs. Voilà, donc ça, c'est une autre façon de le faire. Ça marche très bien pour tous les services financiers, la banque, l'onboarding bancaire notamment, c'est important. Et là, pareil, il y a des fournisseurs de technologies qui vous permettent de faire ça assez facilement sans avoir à réinventer la roue vous-même. Ensuite, il y a l'analyse des documents. Au-delà de l'accès à la donnée fiable, de son enrichissement, vous avez aussi des justificatifs qui vous sont fournis dans le cadre d'un dossier d'entrée en relation ou d'un dossier de sinistre si vous êtes assureur. Vous avez des factures à traiter, vous avez toutes sortes de documents. Et là, il va falloir arriver à industrialiser l'analyse des documents qui vous sont transmis de plus en plus par PDF ou par image, photo. Et donc, une analyse automatique par un service technique sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide qu'un humain dans la plupart des cas. Très souvent, une suspicion de fraude sur un document est détectée et puis il y a un humain derrière qui vient faire des vérifications de deuxième niveau ou appeler la personne et demander des informations complémentaires pour vérifier ce qui s'est passé sur ce document. Mais en tout cas, voilà, ça, on en a parlé tout à l'heure, la fraude documentaire, c'est énorme et ça peut être combattu assez facilement. Une fraude sur deux est basée sur un faux document, 90% des faux documents ne sont jamais détectés. La plupart du temps, ils ne sont même pas vérifiés du tout. Un assureur peut décider que dans le cadre d'une déclaration de sinistre, il va décider qu'en dessous de 5 000 euros, il ne va pas vérifier les factures. Parce qu'il y en a trop, parce que l'enjeu ne vaut pas le coup et que ça lui prend trop de temps et ses équipes sont déjà engorgées. Les délais de traitement des sinistres sont trop longs et ça génère
du service client qui coûte cher, etc. Donc pour de l'optimisation, tout simplement, ils vont décider de mettre des seuils en dessous desquels ils ne regardent même pas. Et ça peut être totalement... les seuils peuvent être abaissés de façon énorme, avec un retour sur investissement très important à partir du moment où vous mettez une solution automatique en place qui va gérer ça pour vos équipes et qui va faire ce travail sur toutes les factures, 100% des factures, et vérifier si les montants n'ont pas été corrigés ou changés, si les dates n'ont pas été modifiées. Pourquoi? Parce que la date de la facture était antérieure à l'entrée en vigueur ou à une période de carence du contrat. Voilà, donc il y a toutes sortes de cas qui font que vous allez pouvoir réduire votre fraude de façon significative instantanément après la mise en place d'une solution automatique. Et les enjeux sont importants. Cette fraude documentaire, donc comment ça marche? Eh bien, et pourquoi surtout elle augmente? Pardon, je me suis trompé de slide. Elle augmente, elle est en augmentation croissante tous les ans, je l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un accès de plus en plus facile à des logiciels qui sont de plus en plus faciles à utiliser. Vous avez peut-être entendu parler du no-code. Il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui de traitement d'images qui sont normalement utilisables pour poster sur les réseaux sociaux, mais qui peuvent aussi être utilisés pour changer des images sur une carte d'identité. Il y a bien entendu pas la surnumérisation, parce que j'aime pas trop ce terme, mais c'est un peu le mot qui est utilisé dans ces cas-là, c'est qu'en fait, on numérise tout, et toute notre vie est en train d'être numérisée, ça va pas s'arrêter. C'est donc de la numérisation croissante, et ça, malheureusement, pardon, je vais boire un peu, c'est fait un peu vite, un peu rapidement parfois, et ça laisse des failles. Donc, ces failles sont exploitées par les fraudeurs. Et puis, on a aussi une augmentation, j'en ai parlé, de la fraude par les jeunes. Et là, c'est juste le nombre de fraudeurs et le volume de fraude qui augmente. Voilà. Donc, il faut absolument traiter ça, sinon vous allez être impacté, submergé de façon croissante. Donc, les documents, comment ça marche, ces logiciels de détection? Ils vous sont soumis par les clients qui vous envoient les documents. Vous avez des clients normaux qui vous envoient des documents, et puis vous avez des fraudeurs qui vous envoient les documents. Donc, vous réceptionnez ces documents, et ils sont soit analysés par vos services clients, services de KYC, services de lutte antifraude. Ils sont analysés et ils sont soit ils passent le filtre, soit pas, soit ils passent par une moulinette automatique, et instantanément, ils sont analysés en 10 secondes. Et là, ils sont validés ou mis de côté pour des investigations supplémentaires. Donc, qu'est-ce qui est analysé pendant ces processus automatiques? Eh bien, c'est le code, parce que très souvent, ces documents numérisés, ils ont un code, il y a des données XML associées à un PDF, il y a donc des métadonnées, et puis il y a une analyse visuelle de l'image aussi, et c'est très efficace en fait. Les machines sont capables de détecter beaucoup de falsifications de documents de tout format. Et puis ensuite, une fois que les données ont été extraites de l'analyse du code et de l'analyse visuelle du document, elles peuvent être travaillées, elles peuvent être donc contrôlées pour des contrôles de cohérence, comparées avec d'autres bases de données, elles peuvent être validées, et donc vous avez tous ces traitements qui ont lieu et qui permettent de donner une réponse sur un score d'authenticité sur ce document. Et ça, c'est fait instantanément, en masse, et c'est assez facile à mettre en place une fois que vous avez choisi le bon partenaire. Voilà un petit peu pour les outils, les solutions dont je voulais vous parler pour combattre la fraude, les armes qui sont à votre disposition. Et puis, on va rentrer dans les cas d'usage. Je vais vous donner des exemples maintenant. Un premier exemple concerne la fraude à l'assurance. Donc, l'analyse des déclarations. Donc, le problème, c'est quoi? C'est d'arriver à analyser les déclarations d'accident,
détecter les documents frauduleux pour éviter les paiements injustifiés. Donc, des montants financiers peuvent être modifiés sur des factures pour augmenter la facture totale d'un sinistre. La facture ou une ordonnance médicale peuvent être entièrement falsifiées, donc mises au nom de quelqu'un d'autre, ou avec d'autres produits, d'autres montants. Elles peuvent être modifiées, donc j'ai parlé des dates aussi, hein, le document peut être modifié pour correspondre au terme du contrat. Et puis aussi, dans le cadre d'abonnement, eh bien, il y a le besoin peut être de détecter les fausses informations menant à un contrat abusif, donc typiquement un coefficient de bonus frauduleux dans l'assurance automobile, des faux certificats médicaux pour l'assurance santé, etc., etc. Donc il y a plein de besoins dans l'assurance où la fraude peut être très coûteuse et il faut absolument la détecter le plus possible, le plus vite possible et le plus en amont possible. Et donc la solution là, c'est de mettre en place eh bien, cette fameuse analyse automatique des documents. Donc, ça permet de réduire le nombre de suspects à traiter, ça permet d'augmenter le nombre de détections de fraude, donc de réduire la fraude. Ça permet aussi, toute l'automatisation des traitements permet d'aller plus vite, donc d'offrir une meilleure expérience client à vos clients et puis de permettre à vos équipes de traiter un plus gros volume aussi de données, un plus gros volume de documents, donc un plus gros volume de dossiers. Ça augmente votre production, ça augmente vos ventes en général. Ça permet aussi de réduire les seuils en dessous desquels vous ne faites pas de vérification et puis ça permet, de réduire le taux de fraude global dans son ensemble puisque, vous avez un filtre bien meilleur à l'entrée. Un autre cas, c'est le cas du détournement de remboursement de soins médicaux et donc là, le besoin de l'assurance, c'est, bien entendu, bon, il y a un besoin d'expérience client qui permet d'éviter à l'assuré de devoir avancer les frais de santé, couverts par son contrat et si on peut les payer directement pour lui, ben, c'est beaucoup mieux. De mieux contrôler l'utilisation des montants avancés ou remboursés, d'optimiser les coûts de suivi des sinistres et des rapprochements entre les paiements et les dossiers de sinistres. Et puis d'améliorer les parcours clients et d'augmenter la proposition de valeur. Donc ça, c'est un peu le besoin de l'assureur et les solutions à mettre en place. Eh bien, une des solutions peut être d'émettre une carte de paiement virtuelle directement dans le téléphone de l'assuré, chargée avec le montant ou plafonnée avec le montant du remboursement de l'avance ou du paiement à effectuer. Donc ça peut être fait instantanément à l'autre bout du monde et il peut payer dans toutes les devises à travers cette carte virtuelle qui était mise à distance au moment où le dossier a été approuvé par le gestionnaire de sinistre. On peut totalement paramétrer cette carte, donc on peut gérer à distance l'activation, la désactivation, le plafonnement, etc. Donc typiquement, bah, si le justificatif de paiement n'est pas fourni ou la facture, au bout d'un certain temps, on va bloquer la carte, elle ne pourra plus être réutilisée. Elle peut être utilisée pour un usage unique, pour un usage récurrent, etc. Donc ça, c'est vraiment totalement paramétrable pour coller à vos besoins, aux besoins du cas d'usage spécifique que vous voulez traiter. Et puis, on peut aussi filtrer les autorisations de paiement sur ces cartes à travers les codes, les MCC, les Merchant Category Code, qui sont une nomenclature internationale de codes de marchands qui vous permettront de filtrer pour permettre à l'assuré de ne payer que chez un ostéo ou que dans une pharmacie ou que chez un médecin. Donc là, on va utiliser ces fameux MCC pour flécher les paiements vers ces types d'entreprises et de marchands. Ou bien on peut les flécher directement vers un commerce en utilisant un autre code qui est inclus dans l'autorisation de la transaction bancaire et qui est le MID, qui est l'identifiant du marchand et de son TPE qui fait la demande d'autorisation de paiement. Et là, vous allez donc pouvoir diriger les paiements vers un réseau identifié de partenaires ou de marchands que vous avez qualifiés à l'avance. Et ça va permettre d'empêcher un détournement des fonds
un exemple tout bête que j'aime bien citer, c'est l'exemple d'une quelqu'un qui doit se faire soigner une dent, mais s'il n'utilise pas l'argent des soins pour se faire soigner sa dent, et parce qu'il a envie de s'acheter une télévision, un écran plat pour la coupe du monde, eh bien, il va, finir par détériorer la dent d'à côté et ça coûtera 2 fois plus cher à l'assureur. Donc l'assureur a tout intérêt à ce que l'assuré se fasse soigner en fléchant le paiement. Voilà, donc là, on a, plein d'avantages à l'utilisation de ces solutions. Elles sont, assez faciles à mettre en place. Elles sont pas forcément coûteuses. Certains partenaires prestataires, permettent, un modèle économique qui ne va pas augmenter, les coûts de transaction. Au contraire, vous pouvez même créer un programme carte qui soit, rentable, bénéficiaire pour vous. Donc ça, si vous voulez, on en parle, n'hésitez pas à m'interpeller et je vous donnerai plein de détails là-dessus puisque ça fait partie de mon métier. On a un autre cas, intéressant, que je voulais partager avec vous, qui est le cas de la fraude aux services financiers. Donc là, le problème, eh bien, c'est un problème d'analyse des demandes de financement. Demandes de financement, c'est du crédit, c'est du leasing, c'est de la facturage. Hem, donc on a un salaire qui a été indûment augmenté sur des fiches de paye, ou sur les déclarations de revenus, personnels ou professionnels d'ailleurs. Voilà, on a aussi des faux papiers, on a des papiers qui sont soit créés de toutes pièces, soit falsifiés, soit une usurpation d'identité. Et puis, on peut lier à ça toutes sortes de faux documents, de fausses factures pour obtenir un financement. Euh, les contrôles, eh bien, il y a aussi un autre, cas important à gérer qui est lié à aux services financiers, c'est la lutte contre le blanchiment. Donc tout ce qui est, LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces entreprises doivent être conformes et plus on laisse passer des fraudeurs et plus on se fait frauder, moins on est conforme à la réglementation si on n'a pas mis en place les contrôles. On peut être victime de fraude, ça arrive à tous les établissements financiers, mais en tout cas, il faut avoir mis en place des contrôles et de la mesure euh, euh, régulière, permanente et des audits. Et tout ça, c'est réglementé. Donc, les exemples, on en a parlé, hein, les faux documents d'identité pour ouvrir un compte bancaire, les fausses preuves de domicile, les vérifications et déclarations de revenus falsifiées, et tout ça pour obtenir de l'argent et en général, soit indu, soit on ne pourra pas le rembourser, soit on le vole carrément. Euh, voilà, donc je vais passer le reste. Et puis, les solutions à mettre en place pour ce cas d'usage-là, eh bien, c'est aussi et toujours une analyse des documents d'identité, une analyse automatique par des machines avec de l'IA, avec de la reconnaissance d'image, avec de l'intelligence pour analyser bien les pièces d'identité, les factures, les reçus, les fiches de paye, les déclarations de revenus, les pièces d'identité, etc. Donc, une fois qu'on vous a fourni ces documents, il faut les valider et le plus automatiquement possible. Petite pause. Excusez-moi. Vous pouvez aussi aller collecter des données complémentaires, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est très important. Vous allez venir enrichir le dossier d'emprunt avec des données que vous collectez et vous pouvez aussi aller chercher les données pour les corroborer avec ce qu'on vous a déclaré auprès de fournisseurs qui ont ces données déjà fiabilisées. Je suis désolé d'avoir interrompu ma présentation. Il nous reste un quatrième cas que je voulais vous présenter. Donc, n'hésitez pas à nouveau si vous avez des questions. C'est le cas de la fraude au recrutement qui peut poser des énormes problèmes aux entreprises, des problèmes d'image, des problèmes de cohésion interne, des problèmes de perte sèche parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent à recruter quelqu'un. Et donc là, il faut se prémunir contre ça. Il faut analyser tout ce qui vous est déclaré dans le dossier de candidature de façon à éviter d'embaucher la mauvaise personne qui ne peut que poser des problèmes.
Donc des faux diplômes, des casiers judiciaires falsifiés, des faux documents d'identité. Ça peut être très, très grave, et notamment ça peut mener à de la fraude interne et donc une perte, très importante, avec une complicité interne liée à un mauvais recrutement. Donc les solutions, toujours les mêmes, hein, un filtre très important sur les documents qui vont soumis, une analyse automatique des documents. Comme ça, vous pouvez augmenter le nombre de candidatures qui sont évaluées. Une collecte des données à partir de sources fiables pour aller vérifier le déclaratif qui vous est donné, vérifier que la personne qui se présente devant vous est bien la bonne, en allant sur le site des impôts, sur le site de l'URSSAF, sur le site de la sécurité sociale, etc., pour vérifier de l'information qui peut vous avoir été déclarée et aller chercher des vrais justifs fiables. Et là, bah, le bénéfice, il est instantané, avec, bien entendu, une réduction des mauvais recrutements, un nombre de dossiers de recrutement augmenté, vous pouvez traiter à tout moment, et puis aussi, très souvent, une mise en conformité de vos processus et une réduction du risque de fraude interne. On passe à la suite. Désolé, on passe à la suite. Comment mettre en place les bonnes solutions? Eh bien là, c'est un peu la même chose que pour tout projet de transformation digitale. Les étapes sont les mêmes et ça passe par un cadrage avec une bonne identification des problèmes à résoudre, une définition des objectifs précise, hein, une définition le plus précis possible des objectifs à atteindre, si possible avec des KPI et des objectifs connus dès le départ, une modélisation financière de l'impact des solutions que vous allez mettre en place, tant sur les coûts que sur les revenus potentiels ou sur la réduction de la fraude. Et puis après ça, une recherche des solutions. Donc ça, c'est toute la phase de cadrage. Il y a une partie de cadrage stratégique et une partie de cadrage opérationnel. On passe à une deuxième étape une fois qu'on sait ce qu'on veut faire et comment on veut le faire et ce qu'on souhaite atteindre comme objectif. On fait une sélection des partenaires et là, il ne faut pas se tromper parce que ça va impacter votre IT, ça va impacter vos parcours clients, vos processus internes. Tous vos salariés, une grande partie, vont être impactés, notamment, normalement pour le mieux, mais ça va les impacter quoi qu'il arrive. Et donc, il faut pas se tromper. Une fois qu'on cherche à déployer une nouvelle solution, qu'elle soit automatique ou entre les mains des salariés, le retour en arrière est très compliqué, très coûteux en général. Donc voilà, bien choisir ses partenaires, faire appel à des consultants spécialisés. Moi, c'est ce que je recommande parce que c'est mon métier, bien entendu, mais je ne peux que vous encourager à aller chercher de l'expertise sur ces sujets qui sont pas vitaux, mais presque dans votre entreprise et qui ont un impact très important, que ce soit la lutte contre la fraude, mais ça peut être aussi la mise en place de services de paiement, ça peut être toutes sortes de choses où là, il y a des sujets réglementaires et il y a des sujets produits, techniques qu'il faut prendre en compte et une connaissance du marché approfondie afin de faire les bons choix. Il faut bien entendu très bien négocier le contrat d'un point de vue prix, tarif, mais aussi toutes les clauses qui peuvent vous vous contraindre par la suite pendant la vie du contrat. Là, allez chercher de l'expertise, renforcez vos équipes avec des product owners et des consultants spécialisés qui vont intervenir ponctuellement dans votre processus de sélection de partenaires pour vous aider. S'il y a du paiement, eh bien entendu, là, il faut impérativement prendre des experts de la matière parce que l'impact est très fort à partir du moment où vous encaissez ou vous payez. L'erreur est fatale. L'erreur est fatale en termes d'image. Donc le paiement, c'est vital pour toutes les entreprises, dans un sens comme dans l'autre, pour encaisser ou pour payer. Et pour tous les particuliers, les consommateurs, on n'a pas le droit à l'erreur en fait dans le paiement. Donc là, c'est pareil et c'est réglementé. Il faut absolument bien faire les choses.
Si vous prenez des spécialistes qui connaissent déjà les services de paiement que vous allez intégrer dans vos services, eh bien, hem, c'est mieux. C'est mieux, pourquoi? Parce qu'ils vont aller plus vite, ils connaissent déjà les contraintes réglementaires, ils connaissent les API, des banques et des, fournisseurs de services qui peuvent être des émetteurs de monnaie électronique ou autres fournisseurs de services de paiement. Et en général, ils vont vous éviter, des dérapages, budgétaires et des dérapages dans le temps. Donc voilà, ça aide aussi et ça sécurise votre projet de prendre de l'expertise quand c'est des sujets pointus comme ça. Le pilotage, du projet, eh bien ça, c'est aussi, très important puisque si vous pouvez, vous devriez passer par un POC, faire une étude à petite échelle, de votre analyse documentaire, de votre enrichissement de données, ou de l'obtention de données de sources fiables. Et là, vous allez ou même, d'utilisation d'une carte virtuelle, hein, pour flécher des paiements. Là, vous allez, étudier l'impact sur vos équipes internes, sur vos clients et puis généraliser par la suite. S'il y a du paiement, c'est, plus compliqué parce que parfois on ne peut pas passer par un POC, on est obligé d'être, immédiatement en production. Étude d'impact et puis conduite du changement parce que tout ça, ça va avoir un énorme, ch impact sur vos processus internes. Heu, Vous allez pouvoir automatiser un grand nombre de choses avec tout ce dont je vous ai parlé. Ça va changer la façon dont travaillent vos équipes. Ils vont pouvoir faire d'autres choses, les faire plus vite, les faire mieux, se concentrer sur d'autres tâches et ça se pilote, bien entendu. Donc voilà, prenez le temps, planifiez bien votre projet, prenez de l'aide extérieure, quand c'est nécessaire, de l'expertise et tout se passera bien et vous verrez que dans beaucoup de cas, vous aurez des retours sur investissement, très rapides, par l'automatisation et la réduction de la fraude. Voilà pour ces petits conseils et bien entendu, mais ça, c'est ce que je propose, avec des consultants spécialisés avec qui je travaille, qui sont des experts, qui connaissent la réglementation, qui connaissent le marché, qui connaissent les fournisseurs et avec qui je serai capable de vous accompagner pour faire les bons choix, pour sécuriser votre projet dans le temps et en termes de délai, pour trouver le bon modèle économique aussi, de façon à ce que vos investissements deviennent vite rentables. Et c'est ce que je fais du cadrage, de la conception de l'offre, donc du point de vue stratégique. Ensuite, on descend du point de vue opérationnel. Ensuite, pour la mise en œuvre, pendant la mise en place du projet, là, il y a un accompagnement aussi très important, euh, avec une connaissance de ces projets et de leur complexité. Et puis après, sur la mise en marché aussi, je peux être présent sur le marketing de ces offres si vous avez besoin, avec une expertise marketing, produit, qui va vous permettre de renforcer votre équipe si vous introduisez un nouveau produit, un nouveau service dans votre offre et dans vos parcours clients, pour lequel votre équipe marketing n'est pas tout à fait peut-être experte ou pas encore. Donc voilà ce que je peux vous conseiller aujourd'hui. Mon prochain webinaire sera dans un mois. Il me reste maintenant à prendre vos questions, avant de boucler en 3 minutes, boucler, cette présentation. Donc, aucune question n'a été formulée dans le chat. Il vous reste un petit peu de temps. Je vous écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos besoins, de projets sur lesquels vous travaillez. euh, ou de choses que j'ai pu vous présenter qui n'étaient pas claires. Et puis, sinon, mais écoutez, j'espère vous revoir dans un mois. Prochain webinaire sera début mars. Le sujet sera annoncé bientôt sur mon profil LinkedIn. Et puis, comme vous avez assisté à celui-ci, vous recevrez une notification sur LinkedIn du prochain sujet qui, j'espère, vous intéressera. Merci à vous et puis, je suis très preneur aussi de votre feedback sur tant le contenu que, le fond et la forme de mes présentations. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos commentaires, de façon à ce que j'améliore, tout ça dans le temps puisque je fais ça tous les mois et il faut que ça devienne de mieux en mieux. Donc là, j'ai, une personne qui m'interpelle, voilà, débutante en gestion de fraude. Une suspicion de fraude, devons-nous bloquer systématiquement le client ou il est préférable d'attendre d'avoir des preuves? Alors,
C'est une très bonne question, ça dépend vraiment des cas. Hem, c'est en fait, si c'est du service financier, moi je dirais on bloque tout de suite. Hem, mais on peut bloquer de façon soft, c'est-à-dire avec une demande d'information complémentaire. En général, ce que je fais, il se trouve que, moi je suis directeur général d'une néobanque à impact qui s'appelle Bibank, qui vise à bancariser les populations d'outre-mer. C'est mon deuxième métier et on est confronté à ça, très, très souvent puisqu'on fournit des comptes et des cartes de paiement à des utilisateurs, à des particuliers et donc, je pourrais vous donner des conseils là-dessus. Si vous prenez un petit rendez-vous avec moi, en un quart d'heure, j'aurai des conseils à vous donner, 30 minutes. Si on doit aller plus loin, eh bien, on en parlera. Mais en tout cas, je pourrais tout à fait vous aiguiller. Mais encore une fois, il vaut mieux ne pas laisser rentrer le fraudeur que de le laisser rentrer. C'est beaucoup plus coûteux une fois qu'il est rentré, en termes d'image, en termes de coûts pour le sortir et pour régulariser. Si l'enjeu financier n'est pas immédiat et qu'une fois que vous l'avez laissé rentrer, vous avez peut-être entré en relation avec cette personne, vous, vous n'avez pas un enjeu immédiat de perte financière, vous pouvez le mettre dans un SaaS, en fait, où il n'aura pas accès à tous vos services. Et là, vous pourrez faire des vérifications complémentaires et demander plus de justificatifs ou faire prendre d'autres mesures, en tout cas, pour vérifier si c'est un vrai client ou pas. Euh, donc, encore une fois, ça dépend dans quel métier vous êtes, quels sont les enjeux, quels sont les parcours clients. Je ne peux pas vous répondre comme ça, un oui-non facile. Mais n'hésitez pas à m'interpeller, vous avez mes coordonnées à l'écran. Et puis, si je peux vous répondre, je le ferai volontiers. Puis sinon, on pourra étudier ça de près. Voilà, je crois que c'était la seule question du chat. Merci à toutes et tous pour votre temps, pour votre écoute. Et j'espère que j'ai enrichi vos connaissances avec ce que je vous ai délivré. Si certaines des solutions dont j'ai parlé vous intéressent, venez vers moi et je saurai vous aiguiller vers les bons partenaires avec qui je travaille au quotidien sur tous ces sujets. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. À dans un mois. Au revoir.